J'ai envie de vous parler un peu plus en détail de l'intelligence artificielle, de la nécessité et aussi de la pensée critique. D'abord, j'aimerais bien contextualiser les choses. Je crois que s'il y a une chose qui est clé, et j'y reviendrai tout à l'heure, dans ce monde de digitalisation des médias sociaux, c'est de savoir contextualiser les choses. Et puis, je souhaite vous parler du rôle et de l'activité de l'Université du Luxembourg. Bon, tout d'abord, le premier contexte, j'en suis certain que vous avez parlé ce matin déjà des médias sociaux et à quel point ils sont en une forte transformation réellement de la façon que la jeunesse s'engage avec l'information, comment la jeunesse débat l'information et comment elle participe aussi au processus démocratique. Donc nous avons très souvent tendance à d'abord critiquer les médias sociaux et de prendre une posture négative. Donc volontairement, je souhaiterais parler d'abord aussi des opportunités qui sont là, en tout cas en principe. D'abord, une des opportunités, c'est de pouvoir se renseigner sur le contexte politique. C'est d'avoir un accès à des perspectives diverses si on n'est pas limité dans une bulle cognitive, mais en principe, il y a la possibilité de regarder toutes les perspectives. L'intelligence artificielle peut même aider d'analyser d'une manière convenue des situations très complexes. Et quand la jeunesse est allée dans les rues, par exemple au Climate for Future, ils se sont massivement organisés à travers aussi des médias sociaux et des outils digitaux. Et ça a été un grand avantage, ça a permis à la jeunesse de se mobiliser et que j'en suis personnellement très content. Puis il y a des énormes risques, et on pourrait passer 2 heures sur les risques. Peut-être le plus grand pour moi, c'est effectivement qu'au début, certains gens disaient que l'intelligence artificielle, c'est une technologie, donc il n'y a pas de biais. Et c'est juste le contraire. Dit biais, c'est quelque chose qui est le plus fort dans l'intelligence artificielle et on se retrouve potentiellement dans les bulles qu'on appelle des bulles cognitives. Aujourd'hui, les fake news, et si on veut des mensonges, progressent à une vitesse grand V. Les fake news et les mensonges ont toujours existé. Il y a 10 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 1000 ans. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, la vitesse de propagation et donc la difficulté de les vérifier en réel est une réelle problématique. Et peut-être le point qui est peut-être le plus important quand même, c'est l'intelligence artificielle peut manipuler l'opinion. Et on se retrouve, en tant qu'utilisateur des médias sociaux, en position de faiblesse. Pourquoi ? Parce que les médias sociaux, l'intelligence artificielle, ils savent plus sur nous que parfois nous-mêmes. Donc ils savent comment nous adresser, ils savent comment il faut techniquement faire tourner une opinion. Donc c'est les médias sociaux qui sont en situation de puissance et pas nous. Et donc ça, c'est absolument nouveau. Donc il est important de comprendre les technologies et que je souhaite vous donner un aperçu sur 2-3 points. D'abord de dire que l'intelligence artificielle est absolument rien de tout sans les données et sans les supercalculateurs. Les 3 technologies sont là depuis très longtemps, mais en fait, ils forment un continuum digital. Donc en fait, ça ne sert pas à grand-chose de parler d'une des technologies, il faut parler des 3 technologies ensemble, parce qu'on ne peut pas faire de l'AI sans supercalculateur, sans données. Avec les données, on ne fait rien si on n'a pas de supercalculateur, si on n'a pas l'intelligence artificielle. Donc on parle en fait d'un continuum digital, il est important de ne pas isoler l'intelligence artificielle. Puis ce continuum, en fait, il a rencontré ce qu'on appelle des Large Language Models, ce qui ont donné lieu au moment, certains qualifient de moment iPhone dans l'intelligence artificielle en novembre 22, où des outils comme ChatGPT sont arrivés. Et donc, la vitesse avec laquelle ça propage, on le voit en ce moment, vous avez vu les nouveaux modèles aussi de la Chine qui sont arrivés, et le patron d'NVIDIA a prévu que dans les 10 ans, tout ça sera 1 million de fois encore plus rapide. Quelques mois plus tard, ces actions ont chuté des 600 milliards d'euros en un jour, donc on voit très bien que les prévisions de nos jours, ça ne vaut pas grand-chose. Mais ce que je trouve peut-être parmi les choses les plus importantes en ce moment et de plus surprenant, c'est qu'on commence à réfléchir sur nous-mêmes. On se dit, mais qu'est-ce que c'est réellement l'intelligence artificielle et
qui sommes-nous, les humains? Et il nous fallait l'arrivée de l'intelligence artificielle pour se poser un certain nombre de questions. Donc il est intéressant d'opposer d'un côté le cerveau humain et de l'autre côté l'intelligence artificielle et de voir comment on peut passer à la pensée critique et quelles sont les bases. Tout d'abord, il est important de comprendre que le cerveau humain, il est fait par les neurones et par les synapses, et il fonctionne par la chimie, par la physique et par la biologie. Et donc pas par les mathématiques. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a quelque chose de probabilistique qui se passe dans notre cerveau, et que le fait que ce soit chimique et physique permet une plasticité au cerveau. Donc ça nous permet de nous adapter. Un ordinateur ne s'adapte pas spontanément comme ça. La deuxième chose, la machine énergétiquement la plus efficace du monde, c'est notre cerveau. Il consomme 30 joules par seconde, donc 30 watts. Comme je dis souvent, vous mettez la main sur votre chien. Si vous l'avez sur la tête de votre chien, vous allez sentir une certaine chaleur. C'est ça, les 30 joules par seconde. On se demande toujours qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau, mais bon, ma foi, soit. Donc, de l'autre côté, l'intelligence artificielle. Alors là, il est extrêmement important, le petit mot en haut, today. Et today, c'est vraiment, dans 2 mois, ça peut être différent. Alors aujourd'hui, la base derrière l'intelligence artificielle sont les réseaux artificiels neuronaux qui ont valu le prix Nobel à un physicien l'an dernier. Et donc, cette base marche par des maths, par des algorithmes. Ils incluent là-dedans aussi des probabilités, mais il n'y a pas de plasticité là-dedans. Elle ne peut pas facilement s'adapter. Et si vous voulez faire l'entraînement d'un chat GPT, ça vous coûte 10 puissance 6 watts. Donc là, vous voyez directement l'impact potentiel dans l'environnement avec l'utilisation de l'énergie. Bien, après la technique, parlons de nous-mêmes. Quels sont les qualificatifs que nous avons envie de nous donner nous-mêmes? Donc on va souvent parler de notre créativité, de notre empathie, de regard éthique que nous avons. Beaucoup de gens évoquent aussi l'intuition. C'est peut-être le mot auquel je crois le moins, parce que l'intuition, très souvent, c'est simplement la mémoire. Quelle a été votre intuition devant Corona? 0, parce que vous n'avez pas de savoir. Donc la mémoire et l'intuition sont fortement liées. Un sujet qui est beaucoup plus intéressant, il me semble, c'est le mot de la conscience. Alors les meilleurs chercheurs de la conscience au monde sont probablement au MIT et à Harvard. Ils disent la chose suivante, ils disent que la particularité de notre machine là-haut par rapport à un supercalculateur, c'est que cette machine est connectée à notre corps humain. Donc si vous voulez, on fait une collection de données tout à fait originale. Alors, si je suis jaloux, je le sens physiquement. Quand vous tombez amoureux, vous le sentez physiquement. Quand vous avez faim, vous le sentez physiquement. Donc nous avons une façon de collecter les datas autour de nous par notre corps, et du coup on est connecté à notre environnement. Et ça nous donne la conscience. Donc c'est évidemment un concept assez philosophique, parce que vous ne pouvez pas ouvrir un cerveau et vous regarder dedans et dire il y a une grande conscience, une petite conscience, ça ne marche pas. Mais ça, on reste plutôt dans la philosophie. Après, un terme qui est extrêmement important, c'est la contextualisation. Et je pense que là, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier pour les humains, et que c'est la base même, et peut-être la base la plus importante pour la pensée critique, c'est de savoir contextualiser ce que nous entendons. Le contextualiser technologiquement, moralement, éthiquement et culturellement également. Et on a la capacité de faire cette contextualisation sur qu'est-ce qui va se passer peut-être dans 1 minute, dans 1 jour, et on peut peut-être se projeter à 100 ans au moins dans une expérience de pensée. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. En face de nous, si j'ose dire, nous avons l'intelligence artificielle qui a en fait l'énorme capacité de reconnaître des patterns et d'en faire une généralisation. Donc, vous donnez des données, il va essayer d'en généraliser quelque chose. Cette généralisation, les calculs vont se faire à une vitesse du jamais vu. C'est extrêmement rapide. Par contre, l'intelligence artificielle n'a pas cette connaissance du monde physique autour, et c'est quelque chose d'appris, mais appris différemment de nous. C'est peut-être la plus grande différence encore aujourd'hui. Et une des questions des scientifiques en intelligence artificielle qui se vont poser, mais qu'est-ce qui se passe si on arrive à connecter effectivement un supercalculateur à un corps humain? Vous pensez directement à Elon Musk et ses fantasmes dans ce sens-là. Mais maintenant, vous comprenez pourquoi elle veut faire ça.
parce qu'elle a besoin le corps pour faire son intelligence artificielle plus fort. Mais on va d'abord se réjouir que nous sommes différents. Et puis, il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc, comme vous savez, les ChatGPT peuvent halluciner. Donc, l'exemple le plus connu et qui a le plus embêté le créateur de ChatGPT, c'est la question suivante. C'est que combien de R sont dans le mot « strawberry ». Donc, ChatGPT dit 2. J'ose espérer que vous avez une réponse différente. Et si vous dites à ChatGPT, mais est-ce que tu en es vraiment certain? Il va dire, oui, je l'ai rechecké, c'est 2. Et M. Altman, le patron de ChatGPT, il est devenu fou avec ça, et ils ont mis 6 mois pour corriger ça. C'est assez technique comme réponse. Pourquoi ça arrive? C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la tokenization. Vous prenez un mot, vous le prenez en petits bouts, vous les collectez et combinez par des maths. En tout cas, il y a cette hallucination. Mais ce qui est intéressant, nous on appelle ça hallucination quand on parle d'une machine. Moi, si un collègue me dirait ça, je dis mais tu es en train de mentir. Donc, il existe toute une science, sachez-le, sur pourquoi un humain, des machines, donnent des termes qui sont plutôt sympathiques, hallucinants. Mentir, c'est plus dur que hallucinant. Et que ça, c'est vrai pour toutes les machines. Donc, c'est quelque chose que nous, on fait. Donc, il faut aussi avoir là une pensée critique si on va dans cette direction-là. Donc, le potentiel de l'intelligence artificielle est évidemment énorme. Par contre, quand on met l'humain et AI ensemble, on est face à des cyberattaques et des fake news. Alors, comment est-ce qu'une université, j'ai pas envie de dire juste notre université, mais une université affronte ça? Bon, tout d'abord par leurs valeurs. La valeur de la liberté académique, la liberté de la pensée, de mettre les étudiants dans un contexte où on est autorisé à penser et à dire ce qu'on souhaite, c'est de donner des forums de discussion et surtout d'apprendre à dire que je ne vais pas simplement dire quelque chose, mais je cherche à avoir une évidence scientifique pour ça. Donc il y a par exemple la question, qu'est-ce que font les médias sociaux avec nos jeunes? On a peut-être un certain sentiment venant de notre génération, mais il faut le prouver scientifiquement que les difficultés qu'on discute souvent existent souvent. Alors l'Université de Luxembourg, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben voilà, merci la technique. Donc ma photo préférée de la rentrée 2024, vous voyez des mains levées. J'avais demandé aux élèves, j'ai dit mais vous parlez combien de langues? 2, 3, et à 5 langues, il y avait un quart des mains qui étaient levées. C'est ça qu'on offre à l'Université de Luxembourg, c'est d'être l'université la plus internationale en Europe et potentiellement même au monde. Une particularité, c'est parmi les 6500 étudiants d'avoir 1000 doctorants et la particularité d'avoir 70% de nos gradués qui restent au Luxembourg. Le chiffre typique d'une autre ville est de 30%. Nous avons aujourd'hui 2500 employés, 300 professeurs, donc nous sommes une université qui est très personnalisée et nous avons des fortes activités en recherche, notamment aussi dans la Science-Based Policy qu'on fait souvent ensemble avec le ministère. Alors, quelque chose qui me semble extrêmement important, pour pouvoir contextualiser, il faut avoir un background interdisciplinaire. S'il y a quelque chose peut-être que je voudrais que vous reteniez de ce que je dis, c'est que l'importance de l'interdisciplinarité quand on s'adresse à l'intelligence artificielle, parce que ces mégatrends qui semblent être séparés de plus en plus, ils sont absolument la norme. Donc si on veut comprendre le monde d'aujourd'hui, on a absolument besoin une compétence interdisciplinaire. Donc pour nous à l'université, c'est un objectif stratégique, évidemment entre la santé et la digitalisation. Avec AI, on se pose la question sur la dimension humaine des gens dans un monde digital. On l'adresse notamment avec l'histoire des sciences humaines. On se pose la question, quels sont les déterminants sociaux sur la santé? Et vous voyez, tout ça sont des questions assez complexes et que sans interdisciplinarité, c'est absolument impossible d'y répondre. Donc, dans l'éducation, je crois qu'on a quelque chose qui paraît tout à fait trivial, mais c'est de dire qu'on a une grande multiculturalité dans notre université et ça veut dire constamment nos étudiants sont confrontés à des approches différentes entre quelqu'un qui vient de la Suède, du Portugal, de l'Inde, de Chine. Donc tout le temps, le cerveau marche, mais pourquoi elle dit ça, pourquoi c'est différent? C'est pas juste une question de langue, c'est essentiellement une question d'être multiculturel. Ça fait peur, hein? Bien.
Donc, je voudrais signaler, cependant, parce qu'on m'avait dit que j'avais 1 minute de plus, c'est le hidden curriculum de l'université, qui est peut-être plus important que la technicité, souvent. C'est cette capacité d'apprendre à réfléchir critiquement, de contextualiser, c'est peut-être la chose la plus importante à mon avis. Nous avons des infrastructures nous-mêmes où les étudiants peuvent regarder ça, et nous avons créé quelque chose qu'on appelle le Digital Source Criticism, et ce sont nos historiens qui ont créé ça. Ça, c'est peut-être aussi un message que j'ai envie de mettre avec vous. Qui sont les gens les mieux préparés aujourd'hui pour critiquer réellement la digitalisation? Sont des gens de l'histoire. Parce que les gens de l'histoire, ils ont l'habitude de faire ça depuis des centaines d'années. On a besoin, les gens en sciences humaines, pour nous aider et pas de laisser les questions de pensée critique, d'éthique, à des technologues. Je suis moi-même technologue, je peux le dire, je suis physicien, je suis éduqué en mécanique quantique, mais on a besoin des historiens. Et puis, je vais terminer juste et dire que je suis sûr que vous avez débattu des tas d'autres sujets ce matin. J'avais envie de vous donner 2-3 coloris de cette image et peut-être à retenir la contextualisation, l'interdisciplinarité et à ne pas oublier une grande force du Luxembourg d'être multiculturel. Merci Fimoz. Merci Monsieur le Recteur, merci d'avoir respecté le format de l'intervention. Je vais poser formellement la question s'il y a une demande d'éclaircissement à ce stade-ci. Est-ce qu'on peut... La régie va vous apporter un micro, monsieur, parce que sinon on ne va pas vous entendre d'ici, ça c'est une certitude. Oh, ça dépend. Les professeurs ont typiquement une voix. Vous avez parlé d'intelligence artificielle. Que sera l'être humain? Et donc aussi l'expliquer-t-il le jour où cette intelligence artificielle aura atteint le point de singularité? Point de singularité, ce point où l'intelligence artificielle deviendra totalement autonome. Merci, monsieur. Bon, c'est une bonne question. La réponse honnête, c'est que je ne sais pas et personne ne sait. Je veux dire, les personnes qui pensent savoir, je pense que c'est du n'importe quoi. Déjà, on ne sait pas quand est-ce que ce point arrive. Il arrive potentiellement plus rapidement ce qu'on pense, mais pas dans les 5 ou 10 ans. Et je crois qu'il faut réaliser que notre monde est quand même horriblement compliqué. On nous a parlé déjà il y a 30 ans des voitures autonomes. Mais on en a peut-être depuis 2-3 ans des voitures autonomes à San Francisco, globalement, exclusivement. Personnellement, j'ai pas peur de ça. Je crois qu'on est protégé par la complexité de notre monde. Les questions qui m'inquiètent, effectivement, c'est que si ça avance à ce rythme-là, comment on va gérer ça d'un point de vue énergétique, par exemple? C'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce que ça va faire avec notre démocratie? Mais moi, personnellement, je n'ai pas peur. Mais, comme tous les autres, je peux me tromper. Je l'espère pas. Nous non plus. Mais merci en tout cas, monsieur le recteur, voilà, de la franchise de cette réponse. Je peux déjà vous assurer que, en tout cas par les 5 exemplaires d'étudiants de l'Athénée que nous avons ici, s'ils rejoignent vos rangs, vous aurez effectivement de bonnes recrues. Voilà, merci.